Voilà, il faut cliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent à ces lives, qui regardent ces lives, et on en a toujours beaucoup de plaisir, qui ne sont pas nécessairement abonnés. N'hésitez pas, abonnez-vous. Bonjour Vincent Pavant, comment ça va? Bonjour Nicolas, eh bien écoutez, ça va, merci beaucoup pour cette invitation, effectivement, pour commenter un petit peu ce qui se passe dans ce mouvement de recherche à l'université, pour lequel j'ai pas mal de choses à dire. Ben voilà, justement, recherche pour l'université, ils essayaient ils ont essayé de faire le show, c'est le cas de le dire, Van der Leyen et Macron avec ce Choose. Quel est le titre exact de cette conférence? Alors c'est Choose Europe for Science, en fait, qui accompagne un autre mouvement qui est Stand Up for Science, qui lui-même suit un mouvement européen qui s'appelle Science for Good. Donc bon, on voit qu'il y a une espèce d'effet de chaîne dans la société du spectacle qui essaie de se donner à voir dans des conditions assez lamentables. Où on dépasse pas Guy Debord, qui s'affirme de plus en plus comme vraiment étant réellement un des penseurs philosophiques majeurs de notre époque. Oui, allez-y, pardon. Oui, voilà. Donc en fait, il s'agit essentiellement d'un mouvement, si vous voulez, bon, comme vous l'avez dit, qui va s'inspirer des milieux progressistes entre guillemets à l'université. C'est déjà les mêmes qui ont infiltré l'université justement pour y diffuser des théories un peu idéologiques sur le mouvement woke, sur la société justement des minorités, ce genre de choses, et qui polluent de manière tout à fait réelle et concrète aujourd'hui les thématiques de l'université, et puis qui va se mobiliser donc ici aux États-Unis par exemple pour s'opposer tout simplement à l'élection de Trump, en prétendant que Trump devient donc un ennemi de la science. Ennemi de la science, de l'université également, donc c'est d'ailleurs de la parole critique, de la parole libre. Quand bien même, justement, on sait que avec la nomination que vous avez rappelée de Robert Kennedy Jr. À la santé, c'est au contraire le premier amendement qui est à l'honneur, hein, le freedom of speech, qui fait que effectivement tout doit être débattu. Quand bien même on a vécu 5 ans de censure absolue. Bien sûr, au niveau de la presse, mais également au niveau de la presse scientifique et au niveau de l'université. Et en réalité, évidemment, l'élection de Trump ne plaît pas, et puis quelques personnes idéologisées justement et de mauvaise foi, je pense, aux États-Unis, donc essayent de se révolter contre l'élection de Trump en disant que voilà, il ne permet pas à la science de se développer. Alors derrière cette accusation, vous le savez, il y a l'idée que Trump effectivement a menacé ou a mis à exécution ces menaces d'arrêter un certain nombre de financements dans les universités, justement, pour essentiellement deux raisons. Donc la première, effectivement, c'est celle qui mettait à l'œuvre une discrimination, je dirais, positive sur à la fois un certain nombre de sujets, un certain nombre de personnes dans les universités. Et donc Donald Trump a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça parce que pour lui, justement, c'était un frein à l'excellence. C'est-à-dire qu'on nommait par principe des personnes pour des raisons politiques, en dehors effectivement de leur capacité réelle et sérieuse à faire de la science, ce en quoi effectivement il peut parfaitement défendre cette position. Charge à chacun de contrôler si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, d'un point de vue purement, je dirais, gestionnaire, c'est quelque chose qui peut s'entendre. La science, c'est l'excellence. Il faut prendre les gens simplement parce que ils ont des capacités à produire de la bonne recherche, et non pas parce qu'ils seraient de telle et telle minorité. Donc de ce point de vue-là, le débat est sur la table et on peut l'entendre. Mais la deuxième chose pour laquelle Donald Trump a donc menacé de retirer donc les financements de l'État aux universités, c'est parce que il a accusé, alors à nouveau à tort ou à raison, eh bien certaines universités d'être antisémites par eh bien un ensemble de positions qu'elles toléraient à l'intérieur de l'université sur le soutien au mouvement palestinien. Alors à nouveau, l'idée, c'est pas de savoir ici si c'est justifié ou pas, c'est de se dire que en France, on a exactement les mêmes interdictions. On l'a très bien vu, notamment à Sciences Po, où il y a eu pas mal d'interdictions de manifestations par rapport à la Palestine. Alors non pas parce que le fond serait correct ou incorrect, mais simplement parce qu'on a eu peur des troubles à l'ordre public, qui est en général la raison pour laquelle on interdit ce genre de réunion. Donc à nouveau, moi, je n'entends pas dans les débat. Ce que je dis simplement,
c'est que, par exemple, à Marseille, à AMU, qui, on va le voir tout à l'heure, je développerai un peu, se prétend le fer de lance de la liberté académique, c'est un comble, on comprendra pourquoi. Ces réunions donc d'étudiants autour de la question palestinienne sont surveillées comme le lait sur le feu par Éric Berton, donc le président d'AMU, sont surveillées sur le feu par les renseignements territoriaux parce que la sociologie particulière de Marseille fait qu'on a peur de débordements, bien sûr, à partir de ce sujet-là, si vous voulez. Et par conséquent, il n'y a aucune chance que les gens accueillis effectivement soient protégés dans leur liberté et dans leur exercice académique. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans la société du spectacle, sachant qu'en France, il y a une impossibilité réelle de mener de la recherche dans des conditions libres et autonomes. Et je peux développer un peu le sujet si vous le voulez. Et oui, donc, tout à je fait. comprends. Oui. Bien. Alors, c'est très simple. Je vais donner donc notamment en lien avec le Covid, puisque Macron et Van der Leyen ont fait un petit clin d'œil, saluer un petit peu tous ces vaccins durant leur intervention. Mais en réalité, par exemple, aujourd'hui, on a un problème avec le vaccin, c'est qu'il vous fait produire ce qu'on appelle une spike vaccinale, une spike donc artificielle qui ressemble plus ou moins à la spike justement du virus. Et le but du jeu, c'est de vous entraîner à produire des anticorps quand vous êtes injecté. Simplement, ces spikes en fait qui étaient dites n'être produite que très peu de temps, avec un ARN qui est resté dans le deltoïde, qui serait pas distribué, etc. En réalité, c'est pas vrai. On sait que 2 ans après, c'est plus de 700 jours après les injections, maintenant, on continue à produire de la spike. L'ARN, donc messager qu'on vous a injecté, continue à faire son œuvre. Et donc, comme la spike et la toxine, eh bien, vous risquez d'avoir des effets avec, bien sûr, la spike vaccinale qu'on vous aura commandé de produire par l'ARN, vous risquez d'avoir des effets indésirables proches de ceux du Covid avec tout le reste. Et donc, en fait, il y a aujourd'hui, par exemple, une confusion entre le Covid long et les effets indésirables des vaccins. On ne sait pas qui est quoi. Et aujourd'hui, beaucoup d'effets indésirables du vaccin sont passés sous l'égide du Covid long. Et donc, il y a une question scientifique autour de ce qui se passe parce qu'il faudrait pouvoir doser tout simplement la spike pour savoir d'abord combien il y en a. Est-ce que donc ça expliquerait pas des états immunitaires déprimés et puis si c'est une spike, est-ce que c'est une spike vaccinale ou une spike plutôt du virus lui-même? Et de ce point de vue, donc, il y a eu, vous le savez, avec les enfants d'Hippocrate, qui est une émanation donc de Réinfo Covid, eh bien, une alerte lancée à l'adresse, eh bien, des ministres, des directeurs d'adresse, etc., pour dire on a besoin de développer tout simplement des programmes de recherche sur cette question-là parce que c'est une question de santé publique importante et il faut faire la part du vrai du faux, ce qui est l'activité normale de la recherche, notamment en matière donc ça, c'était dans le Conseil scientifique indépendant. On a entendu Louis Fouché s'exprimer, par exemple, sur ce sujet, sur les médias alternatifs. On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire ça à l'université. Vous avez une interdiction absolument formelle. C'est impossible de développer des projets de recherche en urgence là-dessus, quand bien même c'est des questions fondamentales, parce que évidemment les présidents d'université et les administrations relayant ces présidents, lui-même relayant Macron en général, interdisent toute forme de financement et de projet là-dessus. Le financement aujourd'hui en France de la recherche est de toute façon politique depuis très longtemps, depuis en gros les lois de réforme de 2008, donc on avait appelé la LRU, la loi de responsabilité des universités, la loi d'autonomie donc des universités qui faisait en sorte que le financement n'était plus garanti et devenait en fait au bon vouloir du prince, c'est-à-dire de l'exécutif et de ses représentants. L'ANR, l'Association nationale pour la recherche, qui gère à peu près 1 milliard d'euros pour la recherche, est composée en majorité de représentants de l'exécutif qui peuvent donc flécher et piloter comme ils le veulent la recherche dans un sens purement idéologique s'il le faut. Je prends un exemple très clair qui concerne l'IHU. Vous savez qu'en France, on a avec l'Institut hospitalo-universitaire, donc Méditerranée Infection de Marseille, donc hospitalo-universitaire dit bien son nom, ça appartient aussi à l'université. On a une volonté de détruire administrativement et scientifiquement cet établissement qui est sans doute le meilleur au monde, qui a été donc le navire amiral de la gestion pendant le Covid, qui a sauvé des dizaines de milliers de vies, qui a divisé par 2 la mortalité, notamment dans les EHPAD à Marseille, comparé à ceux
de Paris, eh bien, cet institut scientifique de renom, cet institut universitaire scientifique de renom, est systématiquement détruit par un travail de sape financier, scientifique. Pour donner un exemple très concret, nous étions tombés d'accord avec des gens de l'IHU pour travailler, Emmanuel Darn et moi-même, sur des modèles de pharmacocinétiques concernant justement le dosage de la chloroquine. Eh bien, on ne peut pas le faire parce que tout simplement, on sait qu'on n'aura pas d'accès aux données qui nous permettraient donc, eh bien, de montrer tout simplement, parce que c'est quelque chose qui apparaît assez rapidement dans la littérature, que le dosage de l'HCQ par l'IHU était vraisemblablement le dosage optimale, contrairement à ce qu'a dit par exemple Molimar. Donc vous voyez bien que la recherche n'est absolument pas autonome, elle est complètement pilotée, détruite par effectivement l'établissement, l'exécutif. Et donc quand par exemple Van der Leyen et Macron ont dit dans leur déclaration qu'ils voulaient, si vous voulez, faire venir les meilleurs chercheurs entre guillemets, bon, on connaît à peu près leur profil, mais les meilleurs chercheurs entre guillemets sur le domaine de la santé, de l'IA, de l'espace, etc. C'est une grosse blague. On le voit sur le domaine de la santé, puisque bon, on a tout simplement quasiment exclu Didier Raoult de ses fonctions. Beaucoup de chercheurs à l'IHU ont réellement été embêtés, en fait, ont vraiment beaucoup de mal à faire leur travail, tout simplement leur travail. Et donc, cet institut hospitalo-universitaire, qui est vraiment le lieu d'excellence de la recherche en santé, est détruit systématiquement par le pouvoir et par Macron.